Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission « Il est l'heure, mon Senior ». C'est un rendez-vous où nous mettons à l'honneur les initiatives du département de la Loire. On parle de santé, de culture, du patrimoine, de votre gastronomie locale. Allez, c'est parti. Et au sommaire de ce numéro, nos caméras se sont rendues dans une résidence autonomie. C'est du côté de Bouin-sur-Lignon. Il se passe, vous allez voir, quelque chose d'inhabituel, un tournage de film avec comme acteurs les résidents. Les risques de chute qui augmentent avec l'âge, nous nous rendrons au sein d'un atelier pour tenter de les limiter en prenant quelques précautions. Et puis nous parlerons d'un accessoire intemporel, c'est le chapeau, toujours tendance et élégant. Nous prendrons la direction de Chazelles-sur-Lyon au musée du chapeau. Et puis enfin nous parlerons du légume, le poireau que l'on aime cuisiner. C'est un légume qui est incontournable de notre hiver. Nos invités pour ce nouveau numéro, ce sont deux femmes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Quel est votre lien de parenté ? Alors, lien de parenté, Corinne est ma fille. Corinne est votre fille. Christiane Garret, vous êtes agricultrice, vous. Ça fait un peu plus de 40 ans. Hein. Oui. Vous avez rejoint votre mari dans l'exploitation dans les années 80. Ça se passe du côté de Saint-Jean, Saint-Maurice-sur-Loire, dans le nord du département. Le GAEC, c'est le GAEC d'Audenay. Vous, Corinne Descombes, vous êtes la fille aînée. Oui. Vous avez deux autres sœurs. Vous avez repris, vous êtes allée dans l'exploitation de vos parents après votre bac en 2005 désormais, et vous travaillez aujourd'hui avec votre sœur. Oui, c'est ça. Vous pouvez me présenter votre GAEC, qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors sur la ferme, nous sommes assez diversifiés, nous avons différents ateliers. Donc le principal, c'est l'élevage de vaches allaitantes, donc race charolaise et race Hereford. Ensuite, nous avons un poulailler label rouge. Et du coup, on fait de la vente directe de tous nos produits. Et du coup, ma sœur Sophie, qui est cuisinière, propose directement de cuisiner nos produits dans l'assiette par le biais d'une ferme auberge qu'on a depuis quelques années sur la ferme. Christiane Garret, vous allez bientôt partir à la retraite, certainement avec un petit peu de tristesse ? Bien sûr, un petit pincement au cœur, parce que c'est quand même un métier que j'ai beaucoup aimé. Dur, mais très bien. Ce sont donc vos filles qui reprennent ? Ouais. Est-ce que vous attendiez un jour à ce qu'elles vous disent papa, maman, on a vraiment envie de reprendre la ferme familiale ? Oui, on sentait très bien elles avaient ça dans le sang. Mais il y a quand même eu quelques petites questions, passionnées. Oui, c'est bien, mais il faut être armé pour ce métier-là. Il faut vraiment être conscient de tous les obstacles qu'elles vont rencontrer, de tous les problèmes, et il faut être physiquement armé. Voilà. Est-ce que vous, c'était une évidence, Corinne, de reprendre ? Oui, c'était une évidence pour moi, d'autant plus que je suis l'aînée de 3 filles. Ouais. Donc du coup, il n'y avait pas de garçons. Donc traditionnellement, c'est les garçons qui reprennent. Et là, il fallait faire perdurer tout ce que nos parents ont construit toutes ces années. Voilà, des années de labeur, et aussi les faire perdurer pour, pourquoi pas, nos enfants plus tard. Vos parents vous ont dit un petit peu les difficultés ? Il y a des choses que vous avez retenues ? On les a vues, surtout on les a vues, parce que quand on est fille ou fils d'agriculteur, on vit dans le métier dès l'enfance, donc on voit tout ça. Ouais, c'est pas toujours tout beau, tout rose, comme on dit. Non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Travailler avec du vivant, c'est tout le temps. S'il faut se lever la nuit, le week-end, tout le temps. C'est quoi le plus dur ? Le plus dur ? Je pense qu'en tant que parent, on doit avoir l'impression aussi que nos enfants ne sont peut-être pas élevés comme les autres, mais je pense qu'ils sont à la meilleure école qui puisse exister, c'est l'école de la nature. C'est joli comment vous terminez, Christiane Garret. Je vous propose à présent, on va aller dans un établissement, vous allez voir, dans une résidence autonomie. C'est un reportage à présent que je vais vous proposer. Ça se passe du côté de Bouin-sur-Lignon. En fait, les résidents se sont prêtés à un jeu aussi plaisant qu'inattendu. Ils tournent un court-métrage avec l'aide d'un professionnel sur le thème de la rencontre. C'est Lilian Bard qui nous raconte tout ça en images. Allez, c'est bon pour moi. Action. On fera connaissance, ne vous inquiétez pas. Il faudra participer à des activités, ça vous aidera. Le projet, c'est faire réaliser 10 films. On a lancé un appel à projet à tous les EHPAD de la Loire. Tout a été écrit par les résidents, plus leurs animateurs. Et ces résidents, ensuite, deviennent les acteurs. Silence, ça tourne.
On s'habitue bien ici parce que quand on essaye de faire beaucoup d'activités, eh ben, on s'habitue. Bien sûr, celles qui ne veulent pas s'habituer, elles font pas d'activité, eh ben, elles s'ennuient chez elles. Mais moi, je m'ennuie pas. Au début, je me suis ennuyée, mais là, maintenant, je m'ennuie pas. Surtout avec cette perruque. Et puis avec ce truc qui m'a foutu sur le dos, là. Non, mais moi, je suis l'extraterrestre qui descend de Mars. Il faut que le temps qu'Hélène arrive, quoi. Ensuite, lorsque les 10 films seront terminés, on aura une journée, 2 jours de festival, à l'image du Festival de Cannes, où là on va projeter les films avec un jury de professionnels de l'image, et puis des remises des prix avec le tapis rouge pour les acteurs et puis pour tous les EHPAD. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre le début de la semaine, la fin de la semaine, eh ben, ils jouent vraiment un rôle. Ils sont plus simplement dans de la répétition toute bête, ils jouent un rôle en prenant un accent, voilà, c'est assez incroyable. Il y a vraiment une métamorphose entre le début et la fin. Et puis moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les papis-mamies des résidences se voient sur le grand écran d'un cinéma, d'un vrai cinéma. Et là, c'est le bonheur pour eux, c'est le summum, quoi, en fait. Et puis pour les familles aussi, quoi, en fait. Ça les motive à faire quelque chose, à se bouger. Parce que bon, il y en a beaucoup qui ne veulent pas se bouger, qui restent. Et dès qu'on leur parle de faire des animations, ils descendent, ils s'amusent avec les autres. Donc ils aiment ça, ils aiment sortir de la résidence, faire des écritures, parce que c'est eux qui ont écrit les histoires. Allez, ok, c'est bien, c'est très bien. Et ce court-métrage sera présenté lors du Festival des Cannes les 2 et 3 mai. Et en tout, ce sont 10 établissements de la Loire qui y participent. Je retrouve mes invités, mesdames. Corinne, j'aimerais bien, vous êtes la fille aînée du couple. Vous travaillez donc dans la ferme agricole, ça fait depuis maintenant 2005. J'imagine que la transmission s'est faite petit à petit, le savoir-faire. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, Corinne ? Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris plein de choses. On en apprend tous les jours, en fait, dans l'agriculture, dans l'élevage. Il y a toujours des imprévus, des trucs qu'on n'a jamais vus. Il faut s'adapter sans cesse. Et justement, savoir s'adapter, c'est aussi voir la façon dont nos aînés s'adaptent à telle ou telle situation. Donc du coup, on apprend sur le tas, en regardant, en discutant. Et je dirais qu'on apprend à tout âge, en fait. Vous avez... donner des petites clés, qu'est-ce que vous leur avez transmis concrètement, vous ? Parce qu'il y a l'observation, elles le disent, enfin, Corinne Descombes, vous le dites, mais peut-être il y a des choses à savoir dans une ferme. Oui, mais la principale chose, c'est ce qu'elles disent en fait, c'est nous regarder travailler, être avec nous. Et c'est vrai que quand il y a des petites choses techniques, on les explique, mais il y a des choses qui sont pas explicables, c'est-à-dire voir, par exemple, une vache se préparer au vélage. On leur explique que la vache, voilà, elle se comporte de telle ou telle façon. Et ensuite, après, elles ont cet instinct-là, je pense. C'est automatique après, en fait. Voilà. On vit dedans, on est dedans et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ouais. Parce qu'elles nous ont vu le faire, Voilà. Elles font les mêmes gestes, elles répètent, en fait. C'est ça. Ouais, c'est de l'imitation, quelque part, de C'est de l'observation. l'imprégnation. L'imprégnation, carrément. Ouais. Vous ne voyez pas, vous, d'autres personnes reprendre la ferme que vos filles ? Enfin, dans votre tête, c'était quelque chose auquel vous aviez déjà pensé ou pas ? Non, parce qu'elles avaient le goût depuis petite. Moi, je pensais que ça finirait comme ça. Et de toute façon, j'ai absolument confiance en mes filles. Je sais qu'elles sont autant capables que nous. Oui, c'est chouette ce que dit votre maman. Oui. Elle vous fait entièrement confiance avec vous et votre sœur. Il y a un peu de pression quand même ? Non, ça fait 15 ans que je suis installée. Moi, je pense que les rênes vont être transmises correctement. Et ça s'est préparé sur une longue période. Et c'est vrai que j'ai hâte de prendre les rênes avec ma sœur. Mais bon, il y a toujours cette petite appréhension de... Mais bon, on sait qu'ils seront là si jamais on a besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, d'une aide. On peut compter sur eux. On est toujours là. En tout cas, c'est un métier très physique, ce que vous faites.
C'est un métier très physique. Je parle de ça parce que vous allez voir dans le prochain reportage, il faut conserver la souplesse et la tonicité afin de préserver bien sûr l'autonomie, notamment chez les personnes âgées. C'est l'objectif d'ateliers qui sont organisés par l'Office stéphanois pour les aînés. Plus de la moitié des chutes ont lieu à domicile chez la personne. C'est un reportage en images qui est signé Julien Rivière. Allez, encore 4 comme ça. C'est sur la doyenne pourtant. Oui. Alors aujourd'hui, ce sont les ateliers passerelles, ce qu'on appelle. Donc ce sont des ateliers où on travaille tout ce qui est notion d'équilibre. D'accord, les pertes d'équilibre, comment dire, les gens qui ont des problèmes pour se bouger à droite à gauche. Donc ce sont des gens qui ont différentes pathologies. On travaille sur des exercices qui permettent de justement pallier à une attitude qui pourrait engager une chute. Là aujourd'hui on est sur des ateliers un petit peu où on bouge, mais sinon après il y a des ateliers musculaires. Moi je suis coach Pilates, donc je leur fais faire du Pilates aussi. Travail de souplesse aussi, donc ça c'est important. Je vais doucement, j'ai 87 ans, il faut dire. Alors c'est formidable. D'abord il y a une ambiance formidable. Ça fait sortir. Mais quand je sors du cours, je vais mieux. Voilà. C'est dommage, il n'y a qu'un cours par semaine. Oui, j'ai progressé. C'est l'hôpital qui m'a envoyé en étant volontaire, quoi, et puis j'ai bien progressé. Ah oui, c'est très important que je fasse ça parce que je vais essayer de m'en sortir, quoi. Tout ce que j'ai, que j'essaye de progresser un peu, malgré l'âge. Il faut y arriver. Je vois que j'ai un obstacle ici, un accessoire. Je vais ramper un petit peu pour m'approcher, d'accord ? Voilà. C'est pas évident du tout, donc moi j'apprends une manière de se relever. Après il y en a plein des manières, d'accord, mais où il y a du matériel, s'il y a quelque chose à côté pour se relever, ou alors si la personne est seule, toute seule chez elle, qu'il n'y a rien du tout pour l'aider, lui apprendre à se relever et ensuite éventuellement appeler les secours si elle a un téléphone à côté d'elle ou Vous pensez que la technique qu'il vous donne, là, vous allez y arriver? Alors, la technique avec l'objet, oui. La technique sans l'objet, peut-être un miracle interviendra. Allez savoir. Arnaud Ducharne, je vais vous faire réagir par rapport à ce reportage. Vous êtes ergothérapeute, vous allez nous donner des conseils pour aménager son habitat à notre mode de vie. D'abord, suite à ce reportage, on n'est pas plus protégé en fait quand on est chez soi que si on était dans la rue. En effet, il y a deux tiers des chutes qui se produisent à la maison. Et avec l'âge, les facteurs de risque de chute se multiplient. Il y a 1 personne sur 3 de plus de 65 ans qui fait une chute chaque année. Et ces chutes représentent 80% des accidents de vie domestiques des plus de 65 ans. Quels sont les facteurs de risque, outre l'âge, j'ai envie de dire? Alors, il y a plusieurs facteurs qui conduisent à une chute. Il y a 2 facteurs liés à la personne, donc son état de santé et ses habitudes de vie. Sa santé, c'est par exemple si elle a des troubles de l'équilibre, si elle a des douleurs articulaires, si elle a une fonte de la masse musculaire. Dans ses habitudes de vie, on va retrouver le fait qu'elle prenne des risques, par exemple lorsqu'elle est isolée, le fait qu'elle se nourrisse peu ou pas suffisamment ou plutôt mal, le fait qu'elle prenne des médicaments sans indication médicale ou qu'elle s'alcoolise par exemple. Et puis le dernier facteur, il est lié à l'environnement de la personne. Donc si cette personne vit dans un environnement, un domicile qui est vétuste, qui est inconfortable, encombré, avec des sols glissants ou des équipements difficiles à utiliser. Et alors pour que le maintien à domicile rime avec sécurité, comment on aménage? De quelle manière faut-il aménager son domicile, son chez-soi? Alors, effectivement, on peut travailler sur l'adaptation du logement en réfléchissant à essayer d'amener le domicile à être confortable, sécurisant et fonctionnel. On le voit aux images, par exemple. Là, vous voyez un lave-vaisselle, un lit qui est
à hauteur. Exactement. On va essayer de faciliter les mouvements de la personne et ses déplacements dans le logement. Donc là, il y a des photos de cuisine adaptées avec des étagères escamotables, avec des plans de travail qui sont évidés en dessous. On va penser à des espaces d'usage au sol pour se déplacer plus facilement. La salle de bain est un lieu assez sensible puisque c'est une pièce d'eau. On se déshabille, on s'habille, on accède aux équipements. Donc on peut conseiller les personnes pour soit installer des barres d'appui, des poignées de rebord de baignoire, travailler sur le revêtement du sol pour qu'elles soient plus dans le confort, ou alors, quand c'est possible, on travaille à des travaux de transformation de la baignoire en douche, par exemple. Alors, vers qui on peut se tourner si une personne est en perte d'autonomie et a besoin d'adapter son logement, là, comme on vient de voir sur les images, vers qui on se tourne? Alors, dans le département de l'Île-à-Loire, il y a les maisons de l'habitat et du logement. Il y en a 3, qui sont à Roanne, Saint-Étienne et Montbrison. Et ce sont des guichets uniques pour accompagner tous les Ligériens aux questions de l'adaptation de son habitat. Donc les personnes peuvent y recevoir des conseils et être accompagnées sur ces projets-là et être aidées financièrement aussi. Merci beaucoup Arnaud Duchesne d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes ergothérapeute. Merci à vous. À présent, je vais vous parler donc de cet accessoire. C'est un accessoire qui est très tendance. C'est à l'atelier musée du côté de Chazelles-sur-Lyon. Ça permet en fait de faire revivre la fabrication du chapeau. À l'époque, ça employait des milliers de personnes. C'est Laurent Guerrieri qui nous emmène découvrir cette histoire industrielle. La première datation date autour du XVIe siècle. Donc c'est une histoire ancienne pour Chazelles-sur-Lyon. Alors l'âge d'or, c'est le XXe siècle. C'est-à-dire l'entre-deux-guerres, dans les années 20, les années 30. Il y a eu jusqu'à 28 usines à Chazelles-sur-Lyon, 2500 ouvriers. Et à cette époque-là, et même quelques décennies avant, on fabrique le chapeau en feutre de poil de lapin, qui est une particularité de feutre. Le soufflage consiste à nettoyer le poil de lapin. Elle a des grands rouleaux, des rouleaux qui ont du grillage et des rouleaux qui ont des pointes en métal, qui vont permettre de découper, de déchiqueter le poil de lapin. Au départ, c'est un musée qui est né en 1983 et qui s'est progressivement développé. En particulier, cette notion d'atelier est venue à la fermeture de la dernière usine de chapeaux. L'idée est venue de fabriquer au sein du musée. C'était une manière de conserver ce savoir-faire qui allait disparaître. Alors, il va nous falloir une forme en bois, qui a la forme du chapeau que l'on va faire, mais aussi une cloche. Alors maintenant, vous savez comment elle est fabriquée, cette cloche. Le feutre n'est pas malléable tel quel. Donc je vais être obligée d'utiliser de la vapeur d'eau dans cet atelier aussi. Et on vous présente donc la partie technique, comment on fabrique un chapeau à partir du poil de lapin. Et puis on termine par la galerie mode, c'est là où on vous présente les chapeaux dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux chapeaux contemporains, les créations actuelles, y compris de la haute couture. La chapellerie a profondément marqué l'histoire donc de la ville de Chazelles. Sa morphologie a été influencée par la chapellerie. Vous avez des cheminées qui sont encore présentes et puis des maisons bourgeoises. C'est beau, tout ce savoir-faire. J'amènerai d'autres personnes que ça pourra intéresser. On voulait revoir avec nos petites filles, justement, un petit peu, leur montrer le patrimoine local. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu as retenu de la visite ? Que ça durait longtemps pour les fabriquer, que c'était fabriqué en poil de lapin. Et on reparle de l'agriculture au féminin avec les invités Christiane Garé et Corinne Descombes. L'agriculture est parfois, ça fait polémique, j'ai envie de dire. C'est vrai, en ces derniers temps, c'est parfois un peu valorisé. Vous, Corinne, vous êtes jeune. Comment vous avez envie de valoriser votre métier? À travers les réseaux, à travers quoi? Oui, notamment, on a une page Facebook sur notre exploitation. Donc, on essaye de mettre en avant, justement, toutes nos pratiques au quotidien pour justement contrer tout ce qui est décrié aujourd'hui dans l'agriculture et dans l'élevage. Enfin, faut pas faire une généralité, tout ce qu'on entend à la télé ou dans les médias.
Et je pense que c'est à nous aujourd'hui de communiquer le plus possible sur notre métier en faisant voir comment on travaille au quotidien. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer aux citoyens, aux Ligériens, en fait, de votre métier? Que c'est un beau métier? Oui. Mais comment vous voulez le montrer? Eh ben, par le biais des réseaux sociaux, comme je disais. Mais en images, par exemple, c'est quoi? C'est des photos d'animaux, le bien-être animal? Des photos du quotidien, la naissance d'un veau, voilà, un lever de soleil le matin, parce qu'il faut savoir qu'on ne loupe aucun lever de soleil, du coup, quand on est éleveur, puisqu'on ne fait aucune grasse matinée. Et du coup, c'est des inconvénients, mais c'est aussi des avantages qu'on a de bénéficier de la beauté de la campagne, par le biais de notre métier. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Quand on est tous les jours avec les animaux, c'est à nous de montrer qu'on les aime, qu'on s'en occupe bien, qu'on les respecte, qu'on les soigne. Parce que c'est aussi notre rôle d'éleveur, justement. C'est pas parce qu'on les mange à la fin que du début à la fin, on ne doit pas les respecter, tout simplement. Vous, la valorisation, tout ça, vous n'avez pas pu vraiment le faire, Christiane Garret. Vous êtes contente aujourd'hui que ce soit vos filles, un nouvel élan, la jeunesse qui prennent ce relais-là par rapport à ce message, on va dire, de l'agriculture, du positif? Oui, bien sûr, mais moi, ce qui m'interpelle un peu dans notre métier, c'est ça, c'est toute cette bureaucratie, et moi, je ne suis plus à l'aise à mon âge maintenant avec toutes ces technologies nouvelles. Pour moi, non, ça ne me convient pas. Donc, je suis un peu heureuse de leur laisser la main. On peut très bien aussi communiquer en oubliant toute cette technologie, simplement en parlant aux gens qui viennent nous voir ou qu'on croise, ou voilà, sur les salons, ou tout simplement dans la campagne. Oui, parce qu'on peut venir chez vous. Il y a une ferme auberge, les gens peuvent venir au restaurant. On a une ferme auberge, voilà, où on sert directement les produits de la ferme dans l'assiette. Et c'est là, justement, où on profite de ce moment pour discuter avec les gens. J'imagine que vous avez déjà cuisiné certainement le poireau. Est-ce que c'est un légume que vous appréciez, mesdames? Ah oui, tout à fait. Et Sophie nous fait des bonnes tartes au poireau, surtout maintenant. Et oui, exactement. C'est le légume en fait, qui est phare. Hein, c'est un légume incontournable de l'hiver. Eh bien, je vous emmène du côté de Saint-Étienne avec le chef stéphanois de la Maison Dorée qui va nous proposer une recette. Vous allez voir, c'est un régal. Et c'est avec Laurent Guireri, les images. Carottes, betteraves, endives, ces légumes occupent les étals des marchés en hiver. Lequel allons-nous cuisiner? Le poireau. Riche en fibres, parfait pour le transit, en vitamine B6 pour l'énergie et B9 pour favoriser le renouvellement cellulaire, c'est également un légume rempli d'antioxydants. Allez, rendez-vous au marché de la place Albert Thomas à Saint-Étienne en quête de poireaux. Ce marché emblématique de la ville se tient tous les mardis, jeudis et samedis matins, sans oublier le marché 100% bio le vendredi. Je vais vous prendre quelques poireaux s'il vous plaît, il m'en faudrait 6. Il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai mes poireaux, je vous propose de demander à un chef de nous proposer une recette. À 2 pas de la place Albert Thomas, je me dirige au restaurant La Maison Dorée. Je cherche le chef de La Maison Dorée. Salut monsieur. Bonjour chef. Bonjour. J'ai un petit défi à vous lancer. Oui. Une botte de poireaux qui vient du marché Albert Thomas. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous proposer une recette de saison à partir de ces poireaux? On va faire un petit poireau vinaigrette, œuf mimosa et œuf en croûte mollet. C'est parti? C'est parti, je vous suis. Allez, on y va. Voilà, un poireau pour bien enlever la terre, là, ça se coupe comme ça. On les fend en 4. Les poireaux, faut pas hésiter à les laver à l'eau tiède, limite un peu chaude. De l'eau chaude, salée. Quand ça bout, on plonge nos poireaux. L'idéal, c'est d'avoir une petite ficelle pour les tenir. Et c'est parti pour 25-30 minutes. On récupère les poireaux, on les refroidit tout de suite à l'eau glacée. Ça coupe la cuisson, en fait. Là, on part sur une vraie vinaigrette, moutarde, vinaigre de vin rouge, pas balsamique. Je vais mettre un petit peu d'échalote et de l'huile de colza. Le chef nous propose d'accompagner le poireau vinaigrette par un œuf mollet en croûte. Pour cela, plongez des œufs frais 6 minutes dans l'eau salée bouillante. Une fois les 6 minutes écoulées, les refroidir directement dans un saladier d'eau glacée pour stopper la cuisson. Et on passe à la croûte. Roulez-les délicatement dans la farine, puis l'œuf et la chapelure. 5 minutes de repos au réfrigérateur avant de les déposer 30 à 40 secondes dans un bain d'huile à 180 degrés, juste le temps de faire dorer la croûte. On passe au dressage. Essorez bien les poireaux avant de les disposer en forme de nid au centre de l'assiette. Arrosez de vinaigrette et saupoudrez d'une brunoise d'œuf dur ainsi que de ciboulettes fraîches.
et déposez au centre l'œuf mollet en croûte. Et voilà, l'œuf parfaitement mollet en croûte. Voilà une bonne recette facile à reproduire et tellement délicieuse. Merci Mohand. Ça donne très très envie, Christiane, je vous voyais... Oui. Hein, c'est une recette que je vais retenir. Vous allez retenir. Vos projets, Christiane, vous êtes à la retraite là, à la fin de l'année. Des projets pro, des projets un peu plus personnels? Alors des projets pro, pour ma part, pas du tout. J'ai donné, c'est bon. Mais par contre, je vais essayer peut-être de faire certaines choses que je n'ai pas pu faire avant. J'aimerais bien visiter notre chère France. Un peu le département de la Loire aussi? Le département, évidemment, on commencera par celui-là, le département de la Loire. Et visiter tout ce qu'on n'a pas pu faire. Mais partir en grand voyage, non, ça... Moi, j'aime plutôt aller voir, comme mon mari d'ailleurs, d'autres agriculteurs, par exemple. Voilà. Voir ce qui se passe à côté. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fille qui est à vos côtés, mais aussi à vos deux filles avec Sophie? Elles sont toutes les deux à reprendre. Un petit message pour terminer l'émission. Je les félicite déjà pour leur courage parce que pour y être passé pendant 40 ans, je sais ce que ça coûte et je leur souhaite beaucoup de réussite. Et franchement, c'est une transmission dont on rêvait, mon mari et moi, mais de la voir en réalité, c'est encore mieux. Corinne, quand votre maman vous dit ça, ça vous fait, on a envie de les remercier, les parents, justement, de nous avoir transmis ça et... on est prête à prendre la suite et en espérant aussi la partager avec nos enfants plus tard. Ah oui, ça c'est... Bon, je pense qu'ils sont déjà bien imprégnés eux aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très belle aventure avec votre sœur. Merci Christiane Garret et merci Corinne Descombes. Je vais vous proposer d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des idées sorties dans le département de la Loire. C'est un agenda qu'on vous propose et c'est signé Catherine Garnier. À 2 pas du centre-ville de Saint-Étienne, le Puy-Couriau, classé monument historique, constitue un site remarquable qui évoque l'aventure de Saint-Étienne autour du charbon. Le musée résonne toute l'année au rythme de nombreux événements et de ses visites guidées. Profitez de l'ensemble du parc, installé au pied du chevalement sur près de 8 hectares, et découvrez-le aussi de nuit avec son éclairage tout en douceur. Surplombant la plaine du Forêt, le château de Boutéon est un des monuments phares de notre département. Il est l'un des premiers châteaux que rencontre le fleuve Loire. Alors, si vous ne connaissez pas encore ses secrets et les animaux qui y vivent, il est urgent de vous y rendre pour une balade forésienne chargée d'histoire. Au cœur du parc naturel régional du Pilat, en moyenne montagne, venez découvrir le village de Sainte-Croix-en-Jarret et notamment sa fameuse Chartreuse. Un site patrimonial d'exception, unique exemple en France d'un ancien monastère de l'ordre des Chartreux devenu village dans sa totalité. Avec au programme visite guidée et animation. Alors, laissez-vous tenter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Il est l'heure, Monseigneur.